questions. Moi, je vais poser des questions à Maître Jean Dury, Maître Samantha Didonné, qui ont fait une recherche pour nous transmettre de l'information, puis je vais me faire votre voix pour poser des questions. Jean et moi, on se connaît, alors on va se tutoyer parce que c'est vraiment qu'on se connaît. J'ai déjà transcrit certains de ces procès. Voilà, alors je vais te faire la parole. Bon, merci, Lily. Alors, sans plus tarder, je vais procéder de la façon suivante, poser des questions à Samantha et évidemment, en cours de route, s'il y a des éclaircissements, demander à Samantha d'éclaircir. Moi aussi, je vais intervenir et à l'occasion, évidemment, Lily, surtout vers la fin, là, quand on aura terminé, s'il y a plein de questions qu'on n'a pas abordées, évidemment, tu vas pouvoir nous les poser. Alors, ce sont des questions que le monde nous pose constamment. Alors, on essaie de circonscrire le débat. Pourquoi? Parce que c'est un débat très large. Présentement, je dois dire d'emblée, avant de commencer, que les pouvoirs des policiers sont très limités, puis le monde a l'impression que les pouvoirs des policiers, à cause du COVID, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est faux, c'est complètement faux. Alors, Samantha va vous expliquer un petit peu, en commençant par une question qui est fondamentale, c'est les pouvoirs des policiers en vertu de quel pouvoir au niveau provincial ou au niveau fédéral est-ce qu'ils agissent en fonction du pouvoir du code criminel ou des pouvoirs du code de procédure pénale. Alors, sans plus tarder, on va demander à Samantha pour nous expliquer la différence entre le code de procédure pénale et le code criminel. En gros, le code de procédure pénale va s'appliquer pour les infractions statutaires provinciales, alors que le code criminel s'applique pour les infractions criminelles à travers le Canada. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le code de procédure pénale, puisque c'est celui-ci qui s'applique pour toutes les infractions qui découlent des décrets qui sont basés sur la loi sur la santé publique. Donc, c'est le code de procédure pénale et la Charte québécoise qui va s'appliquer pour les infractions et qui va qui va régir les pouvoirs et les droits des policiers en cette matière. Il va y avoir aussi, je pense, Samantha, des incidences de la Charte canadienne des droits de l'homme, même si on est en matière provinciale, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des incidences de la Charte fédérale en matière provinciale, n'est-ce pas? Alors, premièrement, ce qu'on doit comprendre, c'est que les policiers, quand ils vous... ils ont des motifs raisonnables de croire que vous avez commis une infraction, ont un délai de prescription. Pouvez-vous en parler de ça, le délai de prescription pour émettre le constat? Oui, c'est ça. Donc, dès qu'ils vous donnent, normalement, ils vont vous donner un constat sur le champ. S'ils ne vous le donnent pas tout de suite, ils ont 1 an pour vous signifier le constat d'infraction. Donc, c'est un délai de 1 an. C'est un délai de rigueur. Là, ils peuvent pas, au-delà de 1 an, ils ne peuvent pas vous envoyer Dans quelles conditions un policier peut vous mettre en état d'arrestation sans mandat pour une infraction pénale? Ça, c'est la grande question. Ça, c'est... Premièrement, est-ce qu'un policier peut vous mettre en état d'arrestation? On sait qu'en criminel, il peut. Une ivresse au volant, toutes les accusations criminelles. Mais en matière provinciale, est-ce qu'un policier peut vous mettre en état d'arrestation? C'est vraiment exceptionnel au niveau provincial. Ils font ça que dans 4 situations. Donc, soit qu'il y a eu un problème au niveau de l'identification de la personne, ou la deuxième situation, c'est que l'arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre fin à la commission de l'infraction pénale de la personne. C'est ces deux situations-là qu'on va traiter. Ces deux situations-là qu'on va traiter aujourd'hui. Les 2 autres situations, c'est si le policier a des motifs raisonnables de croire qu'après avoir reçu le constat, la personne pourrait malgré tout échapper à la justice en quittant le Québec et en ne payant pas le cautionnement, ou si l'agent il constate qu'il y a un mandat d'amener ou un mandat d'arrestation contre une personne, et puis pour des sommes impayées, comme concernant des amendes. Donc, nous, on va traiter des 2 premières situations. Dans la première, c'est que quelqu'un, il refuse de s'identifier. Et il faut qu'il y ait 3... C'est pas juste que la personne refuse que le policier va l'arrêter. Il doit avoir 3 conditions cumulatives qui sont présentes. Donc, d'abord, il faut que l'agent ait des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction pénale. Et donc, pour rédiger le constat, il a le droit de demander pour votre nom et votre adresse. Il doit également informer la personne du motif. Donc, pourquoi
il doit lui informer de l'infraction qu'il lui reproche. Et finalement, il faut que la personne ait refusé de donner son nom et son adresse ou que le policier ait des motifs raisonnables de croire que la personne a donné un faux nom ou une fausse adresse. Donc, si ces trois conditions sont présentes, là, le policier pourra vous mettre en état d'arrestation sans mandat. Et pour la deuxième condition qu'on a traitée, c'est celui de l'arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre fin à la commission d'une infraction pénale par la personne. Dans cette situation, il faut que deux conditions soient présentes. D'abord, que l'agent ait constaté que la personne est en train de commettre une infraction pénale. Et la deuxième, c'est que l'arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l'infraction. Donc, c'est vraiment dans ces deux conditions qu'on pourrait peut-être voir une arrestation sans mandat. Donc, si je comprends bien, le policier qui t'interpelle dans la rue et qui te demande ton nom, tu n'es pas obligé de le dire. Même chose, prenons un regroupement. Dans un regroupement, le policier, il t'interpelle aussi, il te demande ton nom, ton adresse, tu n'es pas obligé de répondre. La seule façon que tu es obligé de répondre, c'est que si il t'a vu en train de commettre l'infraction. Style, sensibilisation sociale, pas de masque, ou bon. Maintenant, avec le couvre-feu, quelqu'un marche dans la rue à 8 heures, passé 8 heures le soir. Il marche dans la rue. Est-ce que le policier peut t'interpeller et te demander ton nom? Ça dépend. Là, il y a le décret 2021 qui s'applique, qui va parler des exceptions. Il y a des exceptions, on le connaît, comme si quelqu'un est sorti parce qu'il doit fournir une prestation de travail, il va aller obtenir des produits pharmaceutiques, il va à l'école aussi pour obtenir des soins, pour porter assistance à quelqu'un. Mais si vous rentrez dans ces exceptions-là, c'est très particulier. Ce qui peut survenir, c'est exemple, quelqu'un marche en chien. Un policier n'a pas les motifs raisonnables de croire qu'il est en infraction parce que ça rentre dans une des exceptions. Si quelqu'un est en train de marcher et que le policier il lui demande qu'est-ce que vous faites et que la personne répond je suis en route pour aller chercher des produits pharmaceutiques ou j'ai besoin des médicaments. Est-ce que le policier peut aller plus loin et vérifier, il peut poser des questions, mais il ne peut pas exiger votre nom ou votre adresse, parce qu'à partir du moment que vous dites que comme vous rentrez dans une des exceptions, ils n'ont plus les motifs raisonnables de croire que vous commettez une infraction. Donc, c'est la seule nuance que je porterais, c'est que vraiment, il faudrait que il n'y a rien qui les empêche de poser des questions, mais vous avez le droit de refuser de répondre. Puis... c'est ça, là. Ouais. Ça, on en a parlé. Ça, c'est très intéressant. Le policier, prenons, moi, je marche dans la rue, 9h30 le soir. Le policier vient me voir. Mais avant de me donner un constat, il est bien certain qu'il va se demander est-ce que je rentre dans les 12 exceptions du décret 2021. C'est comme ça qu'on appelle 2021. Alors, est-ce que je rentre dans les exceptions? Maintenant, la grande question, c'est que est-ce que le policier a même le droit de vérifier si tu rentres dans les exceptions? Est-ce que tu es obligé de répondre oui, je rentre dans les exceptions? Parce que un principe fondamental, puis ça, je pense que le public doit le savoir, est-ce que je suis obligé de parler à un policier? Tu sais, un policier, il m'arrête dans la rue et dit où tu t'en vas? Non, je n'ai pas commis d'infraction, tu sais, dans le code criminel. La même chose dans le code de procédure pénale. Tu n'es jamais obligé de répondre à des questions à un policier, sauf si tu as commis une infraction. Et si tu n'as pas commis une infraction, tu n'es pas obligé de répondre non plus. Si tu n'as pas commis d'infraction, si je comprends bien là, ce que tu dis, Samantha, un policier qui me parle, je ne suis pas obligé de te répondre. Je n'ai pas commis d'infraction. Le policier peut juste te donner un billet si j'ai commis une infraction. Or, je reviens à mon hypothèse, je marche dans la rue à 9h30. Est-ce que le policier a même le droit de me demander si j'ai une chef avocat, admettons. Il y a le droit, ça, ton droit? Faire une enquête pénale, non, pour poser des questions, oui. Moi, je ne vois rien qui l'interdirait de juste poser des questions pour être sûr qu'il respecte le décret en vigueur en ce moment. Là. Donc, il cherche pour voir si tu as commis l'infraction. La question, c'est plus est-ce que la personne a le droit de refuser de donner son nom et son adresse, et ça, c'est oui. Tant que longtemps que le policier ne vous a pas informé de c'est quoi l'infraction qu'on vous reproche,
vous n'êtes pas obligé de donner parce qu'ils vont demander votre nom et votre adresse si ils veulent rédiger un constat d'infraction. Parce que là, ils ont les motifs, par exemple, de voir que vous avez commis une infraction. Là, la prochaine étape, c'est qu'ils vont rédiger leur constat. Donc, ils ont besoin de votre nom et votre adresse pour ça. Mais ils n'ont même pas des motifs pour écrire un constat parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont rien d'autre que le simple fait que vous dites que moi, je vais aller à la pharmacie ou c'est parce que je suis avocat, je vais voir un client. Ils vont pas, même s'ils essaient de poser plus de questions, vous avez le droit de ne pas répondre parce que ils vous reprochent pas une infraction, vous rentrez dans les exceptions. Donc, je pense que c'est ça la nuance à faire. Et là, il y a une autre particularité, c'est quand quelqu'un est dans un véhicule. Ah, ça, c'est important. Si vous êtes dans un véhicule, est-ce que le policier peut vous interpeller pour vérifier avec qui vous êtes? Est-ce que la personne est dans votre bulle familiale? Là, ce qui est particulier ici, c'est que c'est le code de sécurité routière qui s'applique et le pouvoir pour interpeller un individu en vertu du code de sécurité routière, c'est pour une infraction routière. Alors, c'est pas pour faire une enquête pénale en vertu de la loi sur la santé publique et vérifier si la personne respecte le décret. Donc, il peut y avoir des contestations à ce niveau-là, là, de voir parce qu'il y a des étiquettes qui sont remises, des contraventions que les policiers reprochent aux individus en ce moment, mais ça, c'est très, très, très important, ce que tu dis là. Autrement dit, un policier qui voit 2 personnes ou 3 personnes dans l'auto, techniquement, légalement, n'a même pas le droit d'arrêter l'individu pour vérifier s'il respecte les notions de bulle. Peux-tu expliquer? Bon, on en parlera tout à l'heure, là, mais il peut pas. Il peut juste arrêter sur la route en fonction des pouvoirs qui sont conférés par le Code de procédure pénale relativement à la conduite automobile. Et là, une autre question peut survenir. Qu'est-ce qui arrive si, exemple, vous êtes après 8 heures, là, vous êtes en train de faire la vitesse. Si vous voulez être à la maison à l'heure, à 8 heures, vous ne voulez pas être... donc, vous essayez vous faites de la vitesse. Le policier vous interpelle à cause que vous faites la vitesse. Puis là, il voit qu'il y a 2 autres personnes. Donc là, il rédige son constat, il veut votre nom, votre adresse, parce que vous avez commis une infraction. Est-ce qu'il peut là enquêter sur avec qui vous êtes ça, je penserais à ce moment-là que peut-être il pourrait être demandé, mais encore là, il ne peut pas exiger le nom et adresse des passagers. Parce que là, ça rentre, c'est le même principe, parce qu'il y a des motifs présents de croire que le passager a commis une infraction pénale pour exiger son nom et son adresse. Maintenant, est-ce qu'il peut demander au passager, es-tu dans la même bulle que le conducteur? Est-ce que tu vis dans... Parce que là, tu peux expliquer... Il peut poser des questions. C'est juste que c'est la personne, c'est juste de savoir si, une fois que la personne dit c'est ma soeur, je suis avec ma soeur, c'est de savoir est-ce qu'ils peuvent aller plus loin puis exiger le nom. Encore là, ils ont apporté. Il faut qu'il y ait des motifs raisonnables. C'est-à-dire que ce que tu avais dit tout à l'heure, s'il ne croit pas, quand tu as expliqué, là, il y a les motifs raisonnables de ne pas te croire dans ce que tu as dit, parce que toi, tu viens de dire que tu vis dans la même maison avec la personne qui est à côté de toi. Il y a des bonnes raisons de ne pas te croire. Là, il peut demander l'identité parce qu'il peut te donner un billet. Mais il ne croit pas. Là. Il peut te donner un billet. Mais moi, j'étais sur une impression. Maintenant, admettons que tu ne fais pas de vitesse. Est-ce que le policier, à 10 heures le soir, il peut arrêter une voiture? Ça, c'est intéressant, ça. Non, mais ça, c'est parce que le code de sécurité routière, ça s'applique pour justement les véhicules que s'il y a quelqu'un qui conduit, un policier, il peut juste interpeller quand c'est quelque chose pour vérifier en vertu de ses pouvoirs de code de sécurité routière. Donc, conclusion, techniquement, un policier ne peut pas t'arrêter quand tu es sur la route le soir, après 8 heures, en dehors de ses pouvoirs qui lui sont conférés par la Cour suprême et puis par le Code de procédure pénale pour vérifier au niveau de la sécurité routière si vous êtes en règle. Le policier, donc, techniquement, il n'a pas le pouvoir de t'arrêter pour voir si tu respectes, oui ou non, le couvre-feu. Ce qui est intéressant, ça. Prétention, c'est ça que nous, oui, on pense. Bon, mais ça, c'est très important, ça. Parce que c'est sûr que ça va arriver. Et moi, je me demande, parce qu'il y a eu un moment où il y a eu des barrages routiers, est-ce qu'à ce moment-là, il y avait eu un mandat de faire des barrages routiers? Est-ce qu'au moment où ils ont fait ça, au début,
est-ce qu'à ce moment-là, parce qu'ils arrêtaient les gens, là, puis les gens devaient fournir comme une attestation de l'employeur, là, ils ont commencé à envoyer des attestations de l'employeur. Très intéressant, Lily. Ce que tu dis là, comment qu'on peut, ce que Samantha vient de nous dire, techniquement, encore, je dis techniquement, les policiers n'ont pas le droit. Les policiers n'ont pas le droit de faire ça. Les policiers ont le droit d'agir en fonction du Code de sécurité routière. Mais ils n'ont pas le droit de prendre la loi sur la santé publique, puis tout d'un coup, avoir des pouvoirs qui ne sont pas dévolus nulle part. C'est ce que je disais au début, c'est ce que je trouve la situation actuelle en ce moment épouvantable. C'est que ça permet aux policiers d'acquérir des pouvoirs qu'ils n'ont jamais eus, sous prétexte qu'on est dans le milieu d'une crise sanitaire. Alors moi, ce que je prétends, c'est que c'est pas parce qu'on est dans une crise sanitaire que les droits et les pouvoirs des policiers sont étendus. Pas du tout, mais vraiment pas. Ils demeurent avec les mêmes pouvoirs que ce que Samantha vient de vous expliquer en vertu du Code de procédure pénale. Et puis, parce qu'on est en crise sanitaire, s'ils pensent qu'ils peuvent aller plus loin, ils peuvent pas. OK? Puis là, on va en parler peut-être un petit peu plus tard, là, parce qu'il y a des questions de juridiction fédérale, provinciale. Est-ce que les policiers ont le droit de faire ça? On va peut-être l'aborder un petit peu plus tard, parce que mais juste c'est que je trouve que si ça serait permis, c'est de permettre aux policiers de faire des expéditions de pêche, de vérifier, il y a deux personnes, c'est pas après, mettons que c'est pas après 8 heures et entre 8 heures et 5 heures, c'est vraiment l'après-midi, l'après-midi où ils vous interpellent, vous n'avez pas commis aucune infraction routière, ils viennent vous voir, bon, qu'est-ce que vous faites, vous êtes avec qui? C'est pas un pouvoir qu'ils avaient avant et puis que si ça serait permis maintenant, c'est pas quelque chose nous on contesterait ça en tout cas. Non, c'est ça. Puis ici, Samantha, dans notre recherche, on s'est aperçu de ça. Et puis, Lily, je peux te le dire, là, OK? Je peux te le dire, ce que je pense. Là. Il va y avoir des excès, et absolument des excès partout dans la province de Québec. Maintenant, c'est bien facile de dire qu'on va contester. Mais ça veut dire quoi contester? Ça veut dire que ça stresse. Tu fais face à des 1500 $ de constat d'infraction. Soit que tu prennes un avocat, soit que tu te défends tout seul. On essaie d'éviter ça. Alors, la raison pour laquelle on en profite pour le dire, parce que cette capture de vidéo, je suis certain, va être écoutée à Québec, au gouvernement. Vous devez suivre la loi. Les policiers doivent suivre la loi. Et ce n'est pas un permis en blanc. Ce n'est pas un permis à tout égard de rentrer dans nos vies. Déjà, les mesures liberticides, ce n'est pas le sujet de la discussion aujourd'hui, mais déjà, ils sont rendus loin. Puis on a l'impression que parce qu'on est en crise sanitaire, que les policiers peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Là, Samantha vient de le dire, ils n'ont même pas le droit de t'arrêter la nuit pour te questionner en auto, ce qui n'est pas pareil quand tu marches dans la rue. Ils n'ont pas le droit parce que maintenant, c'est le Code de la sécurité routière qui s'applique. Donc, ils n'ont pas le droit de t'enquêter. Et moi, ce que je pensais avec Samantha après-midi, je marche à 9h30 du soir, le policier, il m'enquête. OK? Il m'enquête. Qu'est-ce que tu fais sortir? Ils ont fait une loi qui semble vouloir donner le pouvoir aux policiers d'enquêter. Ce qu'on est en train de réfléchir, c'est qu'ils n'ont peut-être même pas ce pouvoir-là de t'enquêter la nuit. Là, on rentre dans le droit constitutionnel, on rentre dans les pouvoirs provinciaux versus les pouvoirs en matière fédérale. On rentre aussi parce que la nuit, quand ils nous font ça, on est en prison à la maison. Nos clients, nos clients en droit criminel, les juges, ils leur donnent une sentence, ils disent, bon, dans un sursis, prison à la maison, les premiers 6 mois à la maison à temps plein, mais le dernier 6 mois, tu vas avoir un couvre-feu. Ça va être moins pire qu'à temps plein. Un couvre-feu entre 10 le soir et 6 le matin, généralement. Nous autres, ils nous ont mis entre 8 et 5 le matin. Bon, ce que j'ai à dire là-dessus, finalement, ce que fait le gouvernement, là, OK, il nous a mis en prison la nuit. Le gouvernement nous met en prison la nuit. Pour avoir peur des mots, là, on est en prison la nuit, sauf exception. Maintenant, ils n'ont pas réfléchi, et ça, c'est mon opinion, au niveau légal, de toutes les conséquences d'avoir fait ça. Ils n'ont vraiment pas analysé. Et les conséquences sur le plan légal sont énormes, Lily. Sont énormes. Puis on n'a même pas commencé à ouvrir la porte au pouvoir des policiers en matière de pandémie.
Parce qu'on prend pour acquis qu'ils peuvent tout faire parce qu'on met la vie en danger du monde quand on se promène. Ça, c'est leur opinion, ça. OK? Mais c'est pas parce qu'ils disent ça que des policiers ont tous ces pouvoirs-là. Alors là, je me suis défoulé un petit peu, là, mais... Moi, je voudrais aller plus loin. Mettons là, que je suis à l'extérieur de chez moi. Le soir, je reviens en voiture de chez une amie. Le policier m'arrête. Parce qu'ils vont le faire, d'après moi, là. Fait que, imaginons-le. Et moi, je réponds au policier, je choisis de répondre, mettons, là. Je suis allée chez une amie qui est suicidaire. Moi, d'après ce que j'entends, ça devrait s'arrêter là. Parce que si je comprends bien, il me semble me souvenir de ma première année de droit que la bonne foi se présume. Oui. Donc, je suis réputée dire la vérité jusqu'à preuve du contraire. Que Samantha a dit tout à l'heure, motif raisonnable de croire que tu mens. Je n'ai pas à prouver que je dis la vérité. C'est... Bon. Regarde, Lydie, regarde le problème. C'est le gouvernement qui a créé ce problème-là. Ah. Le gouvernement a créé des lois actuellement avec des mesures liberticides que jamais vues dans l'histoire du Canada, jamais vues dans l'histoire de la common law. C'est une première. Ils ont fait ça. Quand nos clients ont des sursis, là, puis qu'ils ne peuvent pas sortir la nuit, là, Samantha et moi, qu'est-ce qui arrive? Là? Le client nous appelle, parce que son couvre-feu est à 10 heures. Il nous appelle à 11 heures, le policier l'a arrêté, il est au poste. Okay? Le policier, quand il arrête la personne, là, il ne lui demande pas, monsieur, vous êtes en dehors des heures, pourquoi vous êtes en dehors des heures? Pas du tout. Le policier, il l'arrête. Pourquoi? Parce que si le policier commence à lui poser des questions, il est obligé de lui donner le droit à l'avocat. Parce qu'il s'incrimine. Or, en matière de couvre-feu, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ils ont créé une situation où le policier a des motifs raisonnables de croire qu'il a probablement commis une infraction, mais il a le droit de se poser des questions. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu n'as pas le droit de se poser de questions parce que tu as 12 exceptions, ce que tu n'as pas en droit criminel. Ce que je viens de dire là, ça a des incidences énormes, mais personne semble comprendre ça en ce moment-là. À Québec, on fait des lois, ils se réunissent tout en vase clos, les procureurs de la Couronne, les procureurs du gouvernement, le procureur général, ils analysent, puis ils nous envoient des lois comme ça, en pensant que ça va passer, parce qu'on est en crise sanitaire. Donc, le droit n'existe plus. En crise sanitaire, étant donné que c'est dangereux, là, le droit, je m'excuse. Ou bien donc, vous effacez le droit criminel, vous effacez le droit civil, le code de procédure pénale, les chartes québécoises, les chartes fédérales, on les efface, puis on fait ces lois-là. Mais en attendant, ces lois-là existent. Et vous devez les respecter. OK. Alors, moi, le policier ne peut pas me demander c'est quoi le nom de votre ami et son numéro de téléphone. Je ne peux pas faire ça, là. Dans quel contexte le soir? Mettons que je reviens chez une amie, puis le policier m'arrête, puis je dis écoutez, oui, c'est dépassé le couvre-feu, mais je suis allée chez une amie suicidaire. Je suis allée la réconforter. Bon. Ça doit s'arrêter là. Je ne dis pas, Lily, je ne dis pas que le policier, automatiquement, il ne peut pas. Je dis qu'à première vue, après analyse, regardez tous les concepts de droit pénal et criminel sur les motifs d'arrestation que Samantha vient de vous expliquer. Vous pouvez arrêter seulement pour les conditions, je ne répéterai pas que Samantha a dit, vous pouvez arrêter pour ça. En dehors de ça, depuis quand, OK? Ça fait 40 ans que je fais du droit criminel. Depuis quand sommes-nous obligés de répondre à quelques questions que ce soit un policier? Depuis quand? Depuis quand? C'est nouveau, ça. Ça, c'est du droit nouveau, OK? Alors, moi, ce que je dis, à première vue, vous n'avez pas d'affaire à répondre. OK? Puis il peut même, si vous ne répondez pas, là, est-ce qu'il peut vous arrêter puis vous inculper, c'est-à-dire vous mettre en état d'arrestation parce que vous ne répondez pas? Est-ce qu'il y a des motifs raisonnables de croire que vous avez commis une infraction? Si vous êtes avocat puis vous êtes allé voir un client puis vous ne voulez pas y répondre. Si vous êtes un médecin puis vous êtes allé voir un patient puis vous ne voulez pas y répondre, puis il vous arrête. Tu défendras devant le juge. Mais il n'y avait pas un motif raisonnable. Pourquoi? Parce qu'il y a 12 exceptions. Avec un chien, c'est facile, on le voit. Mais qu'arrive-t-il avec les 11 autres exceptions? Je vous le dis qu'il y a légalement, dans ce dossier-là de la pandémie, au niveau légal, présentement, il y a des abus qui vont être commis partout. Pourquoi? Parce que le monde vit dans la peur. Hein? On le sait, là? Tout le monde vit dans la peur. Alors, étant donné qu'on vit dans la peur, il n'y a plus de droit. C'est ça qu'on a compris. Les policiers ont l'impression d'avoir effectivement un chèque en blanc. Parce que moi, je veux vous amener comme quand on est à pied, là, en admettant qu'on est à pied,
Je pense à la vidéo de Gloriane Blais, qui est avocate, qui s'est fait arrêter le 20 décembre dans une manifestation, puis elle a montré son permis, puis elle s'est fait un plaisir de montrer sa carte du barreau. Oui. Et là, il y avait comme un... Oh. On aurait dit qu'il y avait une certaine prudence. Et là, elle a suivi les policiers. Ils ont dit, ils ont demandé de les suivre. Elle a dit, est-ce que je suis obligée? Vous ne pouvez pas faire ça, je ne peux pas rester ici. Ils ont demandé, non, accompagnez-nous. Puis rendu là, ils ont demandé d'embarquer dans la voiture, dans leur véhicule. Puis elle a dit, elle était solide, elle-là. Elle a dit, non, je ne veux pas entrer dans votre véhicule. Moi, non, je vais rester à l'extérieur. Mais les gens ne le savent peut-être pas. Sont-ils obligés d'embarquer dans le véhicule de police? Ou à ce moment-là, je pourrais dire, est-ce que je suis en détention? À ce moment-là, tu dois me lire mes droits, là. Samantha a fait une bonne analyse là-dessus. Alors, Samantha, qu'est-ce que tu as à dire sur le fait qu'on peut-tu amener une personne... Quand on le met en état d'arrestation, premièrement, qu'est-ce qu'il doit faire le policier? Ça va répondre un petit peu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Une fois qu'il t'a mis en état d'arrestation. Il doit tout de suite vous informer. C'est particulier, on parle vraiment au niveau pénal, là. Il doit vous informer de l'infraction qui vous reproche, mais également, si on ne va pas au tribunal, il doit vous informer de votre droit de prévenir vos proches. Et là, vous avez aussi le droit de parler avec un avocat. Donc, il doit vous informer de ses droits. Il est obligé de te dire le droit à l'avocat est obligatoire. Pardon? Le policier est obligé de te donner le droit à l'avocat. Oui, exact. Il doit vous informer de ces 3 droits-là. Ensuite, il doit également vous fournir les moyens nécessaires pour exercer ces droits dès que raisonnablement possible. Donc, il ne suffit pas juste de vous dire vous avez le droit et puis mais il faut que vous puissiez le mettre en application, ces droits-là. Est-ce qu'il peut t'amener au poste quand tu refuses de t'identifier? OK. Juste avant d'y arriver là, donc dès que le motif qui justifiait votre arrestation n'existe plus, là, il doit tout de suite vous remettre en liberté. En cas où la personne refuse de s'identifier, la façon que ça fonctionne au niveau pénal, c'est que il ne peut pas vous fouiller pour essayer de trouver vos pièces d'identité, regarder dans votre cellulaire pour vérifier qui vous êtes. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Ce qu'ils devront faire, c'est de vous amener devant le tribunal et puis si vous refusez toujours de vous identifier, là, vous allez être condamné pour outrage au tribunal. Et si, exemple, c'est la nuit, il n'y a pas de palais de justice ouvert, ils peuvent vous amener au poste, ils vont faire les coups, ils vont prendre tous vos biens, mais encore là, nos prétentions, c'est qu'ils ne peuvent pas fouiller dans votre portefeuille pour aller voir qui vous êtes. Ils ont ce pouvoir-là. Bon, mais ça, c'est la personne refuse de s'identifier, donc le policier a le droit techniquement de t'amener au poste. C'est ça que tu veux dire. Le policier peut t'amener au poste de police parce que tu n'es pas identifié. Ils vous mettent en état d'arrestation. En premier. Rappelons-nous des 3 critères. Ils ont les motifs raisonnables, que vous refusez de vous identifier. Puis, donc, quand les 3 critères sont présents, là, ils auraient le droit de vous mettre en état d'arrestation puis de vous amener au poste. Bon, exactement. Donc, ça répond un peu à la question, Lily. Si tu es en état d'arrestation puis tu n'as pas donné ton nom puis tu maintiens, je ne vais pas donner mon nom, je ne vais pas te donner mes papiers, techniquement, le code de procédure pénale te permet de l'amener au poste. Ouais. Mais je refusais d'embarquer dans la... Gloriane l'a fait, là, puis ils n'ont pas insisté. Mais je sais qu'il y en a d'autres j'en ai vu d'autres vidéos que les gens insistaient. J'ai une autre question. Je sais que pendant que Gloriane était là, attendait à l'extérieur du véhicule de police, pendant qu'eux rédigeaient le constat, mais il y avait d'autres policiers qui avaient des casques, tout habillés en noir. Ça ne semblait pas être les mêmes, même corps de police. Voilà. Et ils étaient devant elle à un moment donné. Elle continuait à filmer, hein, puis ils lui ont demandé, ils ont dit, on va vous demander d'arrêter de filmer. Elle a dit, pourquoi? Il a dit, je vous demande d'arrêter de filmer, vous êtes en détention. Elle dit, je suis en détention. Il dit, détention pour un constat d'infraction. Puis là, elle a dit, non, je n'arrêterai pas de filmer. Puis si vous voulez que j'arrête de filmer, là, vous allez venir me mettre les menottes. Mais ça, c'est quelqu'un de solide, là. De toute façon, le droit.
un policier qui dit « Oh, vous êtes en détention. OK, vous m'avez donné mon droit à l'avocat. » Parce que techniquement, si elle aurait appelé un avocat d'abord. C'est comme... Parce que même si c'est sur le bord de la route, ils peuvent permettre à ce que la personne puisse parler en confidentialité avec un avocat. Donc, il y a toutes des questions comme ça qui se posent. Avant de commencer à poser d'autres questions et tout, ils doivent permettre à ce que la personne puisse parler avec l'avocat. Mais la question pour est-ce que la personne a le droit de filmer, je ne vois pas d'interdiction là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean? Est-ce qu'ils peuvent dire vous devez serrer votre caméra? Bon, puis là, il y a aussi, Samantha, la question, parce qu'on en parle abondamment, là, la question du criminel. Est-ce que le criminel peut être impliqué? Peut-il être accusé d'entrave si tu n'as pas voulu répondre à la question de ton identité? Ah, oui, ça c'est. Mais juste avant, si vous voulez répondre pour peut-être la caméra. Oui, la caméra, oui, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Bon, mais moi, je pense que la personne il pourrait garder. Il peut continuer à filmer. C'est juste que, encore là, peut-être, ils vont. Mais c'est pas entrave, là. Elle l'empêche pas de faire son travail. OK, ouais, parce que je crois que c'est dans l'air en ce moment qu'ils veulent empêcher les citoyens de filmer des policiers. Là. Ils veulent peut-être passer des lois, mais actuellement, ces lois-là ne sont pas passées. Donc, maintenant, l'entrave, c'est souvent laquelle. Pardon? Oui, pour votre question d'identification, est-ce que ça peut se transformer en entrave? Entrave, c'est quand la personne ne collabore pas, il empêche le policier de faire son travail. Écoute, si le policier avait... Moi, je reviens à la même affaire. Si le policier avait les motifs pour croire que vous avez commis une infraction, puis il vous dit c'est quoi l'infraction, là, vous n'avez plus le droit de refuser. Si vous refusez, là, je pense que peut-être ça pourrait... plutôt que de vous mettre en état d'arrestation parce que vous refusez de donner votre identification puis on rentre au niveau pénal, ils vont peut-être choisir d'aller au niveau criminel pour entrer parce que vous refusez peut-être. Ça serait mais moi, mon opinion, c'est qu'à première vue, ils ont donné le pouvoir aux policiers d'arrêter en vertu du Code de procédure pénale d'une personne qui refuse de s'identifier puis de l'amener au poste. Ils ont donné ce pouvoir-là. Et puis que j'aurais tendance à penser qu'ils ne peuvent pas arrêter pour entrave. Parce que tu as déjà une infraction que tu as déjà dit à la personne, je t'arrête pour ne pas t'être identifié en vertu du Code de procédure pénale, je t'arrête pour ça. Après ça, il ne peut pas aller au poste et dire, maintenant, je t'arrête à nouveau pour entrave. Ils creusent leur lit. Mais je pense qu'il faut choisir. Ils font leur lit quand ils disent, je t'arrête pour ne pas avoir répondu. Parce que ça va être trop facile à ce moment-là, quand tu n'as pas répondu, d'aller au criminel. Puis là, je dois dire que si jamais ça arrive, il y a énormément de questions en droit criminel ici. Là, il y a vraiment de nombreuses questions. Puis à date, je n'ai pas entendu dire, Lily, tu peux me reprendre si je me trompe, je n'ai pas entendu dire que les policiers accusaient d'entrave. Tu sais, les personnes qui refusaient de s'identifier. Il y en a une là, que je t'ai référée, on ne la nommera pas. Mais non, elle était accusée, la personne était accusée d'entrave parce qu'elle a empêché le policier de faire son travail à l'égard de son conjoint ou sa conjointe, peu importe. Là, c'est une entrave. Tu ne peux pas t'immiscer dans le travail d'un policier. OK, c'est ça, il y avait deux personnes. C'est pas personnel. Okay. Je pense que la raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est qu'ils sont très, très zélés, mais il y a une frontière qu'ils ne traverseront pas, là, parce qu'ils savent qu'ils s'en vont trop loin. Là. Accuser le monde au criminel parce qu'ils refusent de s'identifier en matière de statutaire pénal provincial, je veux dire, je soulève la question. Moi, personnellement, je pense que c'est très hasardeux et c'est très attaquable. Mais je ne peux pas dire, Lily, d'emblée, immédiatement, que ça ne l'est pas automatiquement, parce que ça va être aux tribunaux de décider si jamais ça arrive. Alors, je ne peux pas anticiper et savoir immédiatement. Mais à première vue, là, il y a un problème légal sur des chevauchements de juridiction aussi. Il y a un problème légal. Moi, j'aurais tendance à dire, ce qui me vient en t'écoutant, c'est que si le policier insistait pour que j'entre dans son véhicule... Ah, oui, puis là, tu peux pas. Moi, je filmerais et je dirais, j'aurais tendance à te dire, je vais lui dire, là, je me sens menacée, puis là, j'ai l'impression que je suis en détention. Parce que je ne me sens pas libre, là, je ne peux pas sortir. Ça, là, c'est que tu peux. Non, là, Samantha, peux-tu expliquer aux auditeurs la notion de détention? C'est par rapport à la notion d'arrestation, parce que c'est différent, détention puis arrestation. Oui, mais écoute, même quand un policier fait juste poser des questions, il n'est pas nécessairement, vous n'êtes pas en détention parce que
La détention, c'est tout le temps, il y a un aspect psychologique et physique. Physiquement, vous n'êtes pas en mesure de partir, et psychologiquement, c'est que vous savez si vous Obligé de répondre. Ouais. Si je suis dans la voiture de police qui insiste pour que je rentre dans son véhicule Ah, là, tu es en détention. pendant que j'ai une contravention. Ah, oui. Vous dites, est-ce que j'ai le droit de partir? Là, Non, vous n'avez pas le droit de partir. Vous êtes en détention. Et puis, il vous informe là, de vos droits. Mais c'est quand il est en train de faire une enquête sur une infraction là, que là, c'est mis en mode de détention. Lily, je vais l'expliquer d'une façon que moi, je suis habitué de voir là, depuis longtemps. Quand j'étais jeune, les policiers n'avaient jamais le droit d'arrêter quelqu'un, sauf s'il y avait des motifs raisonnables et probables. Dans ce temps-là, il y avait raisonnables et probables, ils ont dit probables aujourd'hui, mais à l'époque, OK? C'était ça, la loi. Rendu en 1990, ils ont commencé à développer un concept qu'on appelait détention pour fin d'enquête. Ça, c'est venu des alcools au volant. La personne était arrêtée sur la route, on voulait lui faire souffler. Il n'y avait pas le temps de parler à l'avocat, mais il fallait le faire immédiatement. Donc, on a développé le concept de détention pour fin d'enquête. Ça a commencé, cette notion-là de détention pour fin d'enquête, en droit criminel canadien. Maintenant, ça s'est développé, là, j'invite toutes les... Maintenant, en matière de drogue, on peut détenir pour fin d'enquête. En matière de meurtre, on peut détenir pour fin d'enquête. Alors, il y a des droits et des obligations des policiers dans cette matière-là. C'est-à-dire qu'il y a le droit de te dire, tu peux pas rester ici, tu es détenu pour fin d'enquête. Tu n'as pas encore les motifs raisonnables. Tu les as pas encore. En matière provinciale, la jurisprudence dit que ça existe aussi des détentions pour fin d'enquête en matière de statutaire provincial. Donc, techniquement, un policier peut te détenir pour fin d'enquête en matière provinciale, la loi sur la santé publique. Exemple. Sauf que tu n'as pas le droit d'y poser de questions. Et si tu lui poses des questions quand tu es détenu pour fin d'enquête, tu es obligé de l'avertir qu'il a le droit de parler à un avocat. Mais tu n'es pas supposé de poser de questions et le droit à l'avocat est suspendu en détention de fin d'enquête. Exemple, un ivresse au volant, tu es sur le bord de la route, j'ai pas le temps d'appeler mon avocat, je souffle dans l'ADA, le petit appareil qu'on fait souffler sur le bord de la route, là, je suis détenu, on me met en état d'arrestation suite à ça, on m'amène au poste, mais là, tu n'as pas eu le droit à l'avocat encore, il faut qu'on se prenne le permis, c'est légal. C'est tout transposé en provincial. Tout ce que je te dis, c'est la même affaire au moment où on se parle pour les tickets, pour les infractions. Donc, quand un policier vous interpelle, OK, vous n'êtes pas encore en détention. Le policier vous questionne. Techniquement, lorsqu'il vous questionne, vous pouvez être en détention pour fin d'enquête. Sauf que si la Cour suprême a dit, dans un arrêt classique, l'arrêt Mann, comme on l'appelle, là, un arrêt classique, que si tu es détenu pour fin d'enquête, tu as le droit à l'avocat si on pose des questions. On n'a pas le droit de se poser de questions. On détient pour fin d'enquête. OK? Alors là, ici, il y a un problème. Il y a un problème technique sur le plan légal. Le policier a-tu le droit de vérifier si tu as commis une infraction? Je te le dis, là, il va y avoir un gros débat dans les cours relatifs, parce que beaucoup de monde nous le demande, est-ce que je peux contester le constat d'infraction? Il y a beaucoup de questionnements quand ça va arriver devant les juges. Je te garantis, je ne me trompe pas, il y a beaucoup de questionnements sur la façon dont on a agi dans la loi sur la santé publique en permettant aux policiers ces pouvoirs-là. Énormément de questions. On ne peut pas répondre à toutes, parce que, tu sais... Alors, on peut également traiter de la possibilité des policiers d'entrer dans une maison sans mandat. Oui, ça, c'est ma prochaine question. Ouais. Effectivement. Est-ce que les policiers peuvent entrer sans mandat dans une résidence? Ça, c'est des questions que le monde nous pose. Oui. Et puis, alors, le policier peut, en situation d'urgence, seulement entrer dans une maison, mais il faut qu'il y ait des motifs raisonnables de croire que la personne est en train de commettre une infraction qui risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, ou que la sécurité des personnes ou des biens